Aujourd'hui, j'aimerais remercier François Bon, parce que grâce à lui, ça va bien. On est déjà 50. Alors pour le remercier, on va faire quelque chose de bien. On va parler de Walter Benjamin, un amour qu'on a en commun. C'est particulièrement difficile de parler de Benjamin. Il était... Je peux parler de lui au présent. On se fait pas à sa mort. En tout cas, il est historien, philosophe. Bon, certains diraient auteur, écrivain, ça c'est sûr. C'est... Benjamin, c'est d'abord quelqu'un qui a voulu être universitaire et qui n'a pas réussi à intégrer l'université. Alors on sait biographiquement qu'il est né dans ce qu'on appelait une famille de juifs assimilés à Berlin, c'est-à-dire de gens qui avaient quasi abandonné le culte, pour faire vite. Il a eu une bonne éducation bourgeoise, a soutenu une thèse. Il était l'ami notamment d'Adorno, il était l'ami des surréalistes français comme Aragon. Mais lui, ce qui le caractérise, c'est, pourrait-on dire, pour aller vite, la mélancolie. La mélancolie dans le sens le plus profond, le plus dur. Ce n'est pas le sentiment un peu vague hein, de la tristesse, c'est plus profondément d'être placé sous le signe de Saturne, comme il le dit lui-même. C'est la mélancolie antique, c'est une constitution particulière et qui en même temps se révèle éminemment créative. Dans la pensée antique, dans la pensée médiévale, dans la pensée du XVIe siècle, bon, on a un extrait d'un texte qui a été attribué à Aristote, mais faussement, donc on dit pseudo-Aristote, sachant comme on ne sait pas qui c'est, le problème 31, je crois, qui explique que la mélancolie est l'apanage de l'homme, enfin des hommes de génie. Je pense qu'on pourrait dire des humains, ce serait plus sympa. En tout cas, Benjamin, c'est quelqu'un de mélancolique, c'est quelqu'un qui est quand même, non pas pessimiste, mais sombre. Si on lit ses thèses sur le concept d'histoire, et j'en parlerai certainement plus longuement, on voit qu'il a une conception de l'histoire, donc de ce qui fonde l'histoire, le mouvement de l'histoire. Euh, pour lui, c'est une succession de ruines et de catastrophes. Tout ce que nous apprenons en regardant l'histoire, c'est à voir quelles étaient les possibilités messianiques d'un avenir qui n'est jamais advenu. C'est une conception de l'histoire un peu difficile. J'essaie d'y revenir plus en détail et sur d'autres textes de Benjamin. En tout cas, cela donne quand même une idée assez générale, pour ainsi dire dystopique, mais je crois que la réalité est la plus grande des dystopies. Chez Benjamin, le réel, c'est de ne pas voir arriver ce messianisme, donc cet espoir qui est chez lui autant mystique, pas religieux, vraiment mystique. Il a été très marqué par les interprétations de la Kabbale juive, et là c'est normalement, alors si je ne dis pas de bêtises, Gerhard Scholem qui l'y a initié, et par le marxisme. Et il était... euh, enfin, il propose quelque chose qui mêle les deux, qui est particulièrement intéressant, mais là on tombe sur ces questions qui amènent à voir la politique comme une religion, non pas comme une secte, mais comme quelque chose de plus profond, et c'est vraiment une question qui m'intéresse beaucoup. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un de mes livres préférés, mais préféré ever, préféré de tous, c'est Enfance berlinoise, autour de 1900. Alors l'édition que j'ai, c'est l'édition Maurice Nadeau, pas donnée, elle est à 22 €, puis gros bouquin, beau bouquin aussi. Donc là, on voit sens unique. Hein. On a un beau papier, on a un avant-propos, donc une traduction sympa par Jean Lacoste, hein, comme l'avant-propos. Bon, c'est une réédition de la première édition 78, mais elle a été revue. Enfin, c'est un beau texte. Alors, c'était le texte qui a été choisi quand j'ai passé l'agrégation. Alors, comme il s'agissait du programme de littérature comparée et que je passais l'agrégation plusieurs fois, et ça, je ne le savais pas quand j'ai commencé, mais
on voit que l'histoire est une suite de catastrophes, jusqu'à cette arrivée messianique de la réussite au concours, enfin ce qui en tout cas m'a bien soulagée. J'ai passé l'agrégation 4 fois. C'était l'ouvrage qui était à l'agrégation, et c'est comme cela que j'ai vraiment découvert Benjamin. Avant, j'avais lu l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductibilité technique. C'est un article qui est très intéressant, pas très compris, finalement peu important au regard de l'ensemble de la production de Benjamin. Alors ça s'écrit Benjamin, mais il est allemand, donc on prononce ça comme un Y en français. Bon, en fait, il y a plein de petits articles, enfin petits en longueur, qu'on trouve en folio les œuvres 1, 2 et 3. Évidemment, ce n'est pas complet, évidemment, les œuvres complètes de Benjamin sont assez hallucinantes. Je n'en ai pas fait le tour, j'en suis très heureuse. Il reste beaucoup à lire. Je vous parlerai pas, ou pas tout de suite, de Paris, capitale du 19e siècle, même de Sens unique, ou du Baudelaire, qui a été édité assez récemment. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Ou je n'ai pas pris le temps parce que j'aime... c'est comme la mélancolie, finalement. Je l'aime par petites doses, et ces petites doses me semblent assez explosives. Enfance berlinoise, c'est vraiment un des livres les plus littéraires de Benjamin, puisqu'il s'agit de son autobiographie. Alors, c'est une autobiographie qui est elle-même, on pourrait dire mélancolique, elle-même placée sous le signe de Saturne, parce qu'elle ne se constitue pas en un tout. Et là, on voit aussi que la forme choisie par Benjamin pour écrire l'histoire, elle correspond parfaitement à ce qu'il fait de sa propre histoire. C'est-à-dire que cette possibilité de voir dans le passé les possibles futurs non advenus, c'est ce qui se passe par la forme d'enfance berlinoise autour de 1900. On a une conscience quasi sociologique, en partie, pas seulement chez Benjamin, de situer ainsi sa pensée. Et autour de 1900, car c'est une des périodes qui l'intéresse le plus, on le voit donc avec Baudelaire, Paris, capitale du 19e siècle. Enfin, le 19e l'intéresse, il n'a pas connu le 19e de cette façon-là, mais il a vu la fin de ce 19e siècle. L'enfance berlinoise, c'est, pour le dire vite, c'est un livre qu'il a écrit quand ça n'allait pas. Donc Benjamin était juif. Être juif dans l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, déjà, ce n'est pas très amusant. Il a mal traversé la guerre, les massacres de la Première Guerre, et on ne savait pas que c'était la première à l'époque. Il a perdu des amis très chers qui se sont suicidés. Enfin, toutes les choses ont été particulièrement difficiles. Puis c'est quelqu'un qui souffrait. Quand on est dans l'Allemagne des années 30 en étant juif, évidemment les choses se passent mal. Il a pu fuir l'Allemagne, il s'est réfugié en France, à Paris, où il n'a pas pu trouver un véritable asile. Il a pas mal erré à Paris. Et en fait, il se réfugiait à la Bibliothèque nationale. Et il a écrit Enfance berlinoise sur les fiches de prêt de la bibliothèque. Alors c'est très intéressant. La chose est due à l'indigence qu'il traversait alors. Il ne pouvait plus s'offrir du papier, enfin. Mais c'est intéressant de voir que Enfance berlinoise, et c'est très important pour la poétique du texte, est écrit sur des fiches. Parce que ces fiches, ce sont des textes qui sont indépendants et qui peuvent comme cela s'intercaler. Alors on sait, notamment, enfin je sais grâce à Jean Lacoste et aux cours que j'ai pu avoir, il savait à peu près le début, il y a des textes qui fonctionnent en couplet, il y avait une fin qui était sûre, et tout le reste, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'aurait fait exactement Benjamin d'Enfance berlinoise. Alors il y a des versions françaises de plusieurs textes d'Enfance berlinoise, des choses de cet ordre, françaises écrites par Benjamin. L'ordre est arbitraire. D'une certaine façon, on ne saura pas quel était l'ordre choisi par Benjamin. Et cet ordre, en fait, il importe peu, ou plutôt il est important de se rappeler qu'il n'y en a pas. Parce que ces souvenirs, finalement, reprennent un peu la pensée de la monade de Leibniz, ou, plus récemment, et de façon plus marquante pour Benjamin, la pensée du fragment du romantisme allemand, notamment des Schlegel. Un fragment, c'est quelque chose qui nous montre,
quelque chose de symbole là-dedans, l'impossibilité de l'absolu. Il est impossible de faire le livre total dont on rêve. Et les deux grands traits, les deux grands types de textes utilisés par les romantiques allemands, donc les romantiques de 1800, du tout début du romantisme, sont le Witz, le trait d'esprit, l'ironie, d'une certaine façon, et le fragment, qui fait signe, comme ça, en étant quelque chose de replié sur soi et d'inachevé, et de penser comme inachevé, vers ce qu'aurait pu être le lointain dans son ensemble. Ça, c'est vraiment du Benjamin, c'est quelque chose que l'on retrouve particulièrement en enfance berlinoise, et dans ce projet, non pas de se voir soi, mais de retrouver le monde tel qu'il était pour un enfant, pour l'enfant qu'il a été, et tel qu'il était alors en 1900 ou autour de 1900 à Berlin. Alors je voudrais lire parce que c'est un texte qu'il faut lire qui est extraordinaire, je crois. Par exemple le début, avec cette épigraphe: ô colonne de la victoire, dorée comme un biscuit glacé par le sucre des jours enfantins. Hop. Tiergarten. C'est, on nous rappelle la note, le bois de Boulogne de Berlin, et donc on a aussi, je crois, c'est un jardin d'animaux. Littéralement, Tiergarten. Ne pas trouver son chemin dans une ville, ça ne signifie pas grand-chose. Mais s'égarer dans une ville comme on s'égare dans une forêt demande toute une éducation. Il faut alors que les noms des rues partent à celui qui s'égare le langage des rameaux secs qui craquent, et des petites rues au cœur de la ville doivent pour lui refléter les heures du jour aussi nettement qu'un vallon de montagne. Cet art, je l'ai tardivement appris, il a exaucé le rêve dont les premières traces furent des labyrinthes sur les buvards de mes cahiers. Alors là, on est dans un anti-discours de la méthode absolue, puisque pour Descartes, dans le discours de la méthode, quand on se perd dans un bois, il faut aller tout droit, on sortira forcément du bois au bout d'un moment. Chez Benjamin, il ne s'agit pas de sortir du bois ou de la ville. Il s'agit d'apprendre à s'y perdre, et dans cet apprentissage de la perte de soi, il s'agit d'apprendre à retrouver cette sensation de l'enfant avec ses échos linguistiques très particuliers. Les noms des rues parlent à celui qui s'égare le langage des rameaux secs qui craquent. Donc on retrouve le cratilisme de l'enfance. Le nom des rues n'est plus signifiant par ce qui est désigné, mais par ce qui est entendu, juste en fait de son, sans le sens. Cratilisme, c'est un mot qui vient d'un dialogue de Platon. Et là, on voit que ce labyrinthe de la ville, qui est aussi un labyrinthe du temps, se retrouve dans cette recomposition du langage quand il s'agit de voir comment l'enfant lui-même recomposait. Et c'est pour cela que l'on a pas mal de jeux de mots, notamment dans ce texte. Alors, un de mes passages préférés, c'est celui-ci, la boîte de lecture. Jamais plus nous ne pouvons recouvrer tout à fait ce qui est passé. Et c'est peut-être une bonne chose. Le choc de la retrouvaille serait si destructeur qu'il nous faudrait cesser sur le champ de comprendre notre nostalgie. Parce que ce qui nous manque, c'est ce dont on ne se souvient plus. Ça, c'est moi qui dis. Mais c'est ainsi que nous la comprenons, et d'autant mieux que le passé est plus profondément enfoui en nous. Comme le mot oublié encore sur nos lèvres il y a un instant, qui délivrerait notre langue dans une envolée démosthénienne, le passé nous semble alourdi de toute la vie vécue qu'il nous promet. Il se peut que ce qui rende le passé si lourd et si prégnant ne soit rien d'autre que la trace d'habitudes disparues dans lesquelles nous ne pourrions plus nous retrouver. La manière dont ce passé est combiné au grain, je pense qu'il y a une faute, de poussière de notre demeure en ruine, est peut-être le secret qui explique sa survie. Quoi qu'il en soit, il y a pour tout homme des choses qui développent des habitudes plus durables que toutes les autres. Ce sont elles qui formèrent les aptitudes qui déterminèrent ensemble son existence. Et comme, en ce qui me concerne, ce furent la lecture et l'écriture qui jouèrent ce rôle, rien de tout ce qui m'échut dans mes premières années n'éveille de nostalgie aussi grande que la boîte de lecture.
Elle contenait sur de petites tablettes les différentes lettres en écriture manuscrite, plus juvéniles et même plus virginales que les lettres imprimées. Elles s'allongeaient et lançaient sur leur couche inclinée, chacune parfaite et achevée, et liées dans leur succession par la règle de leur ordre, le mot auquel elles appartenaient comme des nonnes. J'admirais la manière dont tant de simplicité pouvait s'allier à tant de splendeur. Ce mot, c'était un état de grâce, et ma main droite qui docilement s'efforçait de le reproduire ne le trouvait point. Elle devait rester dehors comme le portier qui doit introduire les élus. Aussi son commerce avec les lettres était-il plein d'abnégation. La nostalgie que celui-ci éveille en moi prouve à quel point il n'a fait qu'un avec mon enfance. Ce qu'en vérité je cherche en lui, l'enthousiasme, c'est elle, toute l'enfance, telle qu'elle se trouvait recueillie dans le geste de la main qui glissait les lettres dans la tringle où elles se rangeaient. C'est un jeu de lettres avant de savoir lire, pour apprendre à lire. La main peut encore rêver à ce geste, mais elle ne peut plus s'éveiller pour l'effectuer réellement. Ainsi, souvent, je peux bien rêver à la manière dont j'ai appris à marcher. Mais cela ne me sert à rien. Maintenant, je sais marcher. Apprendre, je ne le pourrai plus. Bon, voilà. Comme à chaque fois que je relis ce passage, j'ai les yeux qui piquent, certainement une allergie. Pourquoi ce passage me plaît autant ? Je me souviens assez peu de mon propre apprentissage de la lecture et ce n'est pas ce qui compte. Alors c'est un texte qui est difficile. Benjamin, c'est quand même quelqu'un qui est difficile à lire. Je crois que ce n'est pas la peine de comprendre toute sa philosophie, de toute façon j'en suis loin, ou de chercher à comprendre chaque mot. C'est un texte que j'ai lu à mes étudiants de l'IUT cette année, en leur précisant que c'est un texte difficile, mais voilà, on peut se laisser aller au texte, au plaisir du texte, et ça a marché, ça leur a plu. Ce qui est, je crois, extraordinaire aussi dans ce passage, ce petit moment. Alors on est dans quelque chose que fera après Sarraute, hein, vraiment dans le tropisme, dans le tout petit, dans quelque chose d'infrasensible qu'il s'agit de révéler, de hausser, de récupérer par l'écriture. Là, ce qu'on a avec la boîte de lecture, avec l'objet, et Benjamin collectionnait les jouets d'enfants, c'est cette chose-là qui remonte, c'est un geste dont on sait l'existence, dont on mesure le poids sur l'ensemble de sa vie, et qui pourtant, tel qu'il était, c'est-à-dire le geste apprenant, a disparu. Et c'est cette nostalgie du passé, cette nostalgie de ce que l'on sait ne plus pouvoir advenir. Alors, cette catastrophe n'est pas toujours aussi présente. Le passage qui suit me paraît assez amusant. Le manège. Le plancher du manège, avec les animaux dociles, tournait au ras du sol, à la meilleure hauteur pour rêver qu'on vole. La musique commençait et une secousse arrachait à sa mère l'enfant qui tournait. Au début, il s'effrayait de quitter sa mère. Mais il remarquait ensuite qu'il était lui-même loyal. Il trônait comme un souverain loyal sur un univers qui lui appartenait. À la tangente, les arbres et les indigènes faisaient la haie. Alors sa mère ressurgissait dans une sorte d'Orient. Ensuite, une cime sortait de la forêt primitive telle que l'enfant l'avait vue il y a déjà des siècles, à la durée d'un enfant, pour la première fois ici, sur le manège. Sa monture avait de l'affection pour lui. Tel un harion muet, l'enfant était emporté sur son poisson, muet. Un Zeus taureau de bois l'enlevait comme une Europe immaculée. Depuis longtemps, l'éternel retour de toute chose était devenu philosophie d'enfant, et la vie ivresse archaïque de la souveraineté, avec au centre du manège le limonaire ronflant, qui fait la musique. Lorsqu'il jouait plus lentement, l'espace commençait à balbutier, et les arbres commençaient à reprendre leurs esprits. Le manège devenait terrain incertain, et sa mère était là devant lui, comme un pilier maintes fois éperonné, autour duquel l'enfant qui accostait jetait les amarres de ses regards. Parce que c'est si impressionnant de faire du manège quand on est un enfant qui peine à marcher. Et c'est tellement le monde
qui se défait et qui se recompose. C'est tellement un moment de perte et d'ivresse que Benjamin en oublie de parler à la première personne. Vous avez vu l'enfant. C'est une sortie de soi comme ça qui sort, et c'est la fin du fragment qui ne prend pas tant de place sur la page. Alors, Enfance berlinoise, c'est un ensemble comme ça de petits textes qui peuvent s'analyser, hein, les uns après les autres. Évidemment, on les analyse hein, si on veut jouer le jeu des concours ou de l'explication de texte, et c'est un grand, grand, grand plaisir. Du texte et de la philosophie incarnée dans la littérature. C'est-à-dire que une phrase de Benjamin paraît en elle-même mimer ce mouvement du temps. Dans Benjamin, dans les textes de Benjamin, je ne connais pas de texte plat de Benjamin, je devrais en lire plus, comme ça je pourrais finir par être déçue ou plus rationnelle, mais j'ai l'impression qu'on a, en une phrase, on a toute cette chronologie de la catastrophe qui s'amoncelle, et on sent que chacune de ces phrases, chacun de ces bouts de texte, qui devient un fragment, à la fois achevé et inachevé, c'est quelque chose qui doit se déployer, alors qu'il peut se déployer dans la suite du texte, parfois pas, mais on voit comme ça, alors c'est ce qui peut le rendre difficile, et c'est ce qui le rend aussi parfaitement poétique, dans le sens quotidien, dans le sens touchant, dans le sens émouvant, c'est de voir comme ça de l'enfant, avec juste ce jeu, sur cet unique passage d'Enfance berlinoise à la troisième personne, où le jeu s'oublie, qui a sa temporalité d'enfant, des siècles avant, avec en même temps sa vision grandiose en tant qu'enfant, puisqu'il en vient à sentir une mythologie qu'il ne connaît pas encore. Et c'est comme ça qu'on voit comment l'adulte Benjamin parle de l'enfant Walter, d'une certaine façon. Comment écrire l'enfance, non seulement à partir de l'objet, mais à partir du temps, du grain de temps, comme les grains de poussière de tout à l'heure, qui contient l'ensemble de cette œuvre qu'il s'agit ensuite de déployer. C'est cette espèce de condensation, donc dans un objet fermé, un texte court, clos sur lui-même, même s'il y a bien sûr des échos dans l'ensemble du texte, avec, comme ça, ces stratifications temporelles que l'on voit donc par les pronoms, par les compléments circonstanciels, hein, si on fait un peu de grammaire, par les registres, les connotations et tout cela, hop, se renferme, se compacte. Et ouais, je dirais que ça explose à la figure quand on commence à lire. Et c'est ce qui rend Benjamin aussi dense et aussi incroyable, à mon avis. Alors ça, c'est cette condensation dans l'écriture, cette condensation du temps dans l'écriture, qui est l'exact inverse de Proust, mais c'est Proust pris dans son ensemble, et Benjamin a traduit Proust en allemand, alors pas tout, une bonne partie, et ceci n'est pas un hasard. On peut dire que Benjamin, c'est du Proust sans l'épiphanie, parce que ce passé perdu, on peut juste constater qu'on l'a perdu, il ne reviendra pas, contrairement à Proust. Et c'est ce qui me rend Benjamin si précieux, alors que j'aime Proust. Mais on voit là que ce passage comme ça, cette concaténation du temps dans la phrase et dans le texte, donne à la lecture une impression de profondeur permanente, et tout cela renoue, et voilà, je retrouve mon fil, avec ce texte comme ça qui inaugure Enfance berlinoise, et normalement il me semble que c'est bien un texte qui devait ouvrir Enfance berlinoise, cette idée qu'il faut apprendre à s'égarer. Et je crois que dans cet apprentissage de l'égarement spatial, enfance berlinoise, et il cite ensuite le paysan de Paris, on a quelque chose comme le souvenir de la ville arpentée qui devient la ville en elle-même, avec cette même condensation qu'on retrouve ensuite dans Sens unique, avec ses paysages urbains, avec les slogans, la ville, comment raconter la ville telle qu'il a connue, comment retrouver la ville du XIXe siècle. Puisqu'il s'agit là d'un des grands projets de Benjamin. Là, c'est en fait ce mouvement de condensation, d'enfermement dans l'objet passé,
Dans le témoignage aussi, il a fait une anthologie de lettres d'allemand. Dans le souvenir. Et on voit bien qu'ici, le souvenir est aussi raconté du point de vue du souveneur. On a là, en fait, toute une théorie de l'histoire, évidemment. Et on a, je crois, la seule possibilité, enfin la seule, quelque chose qui peut se comprendre en tout cas comme une possibilité d'un messianisme littéraire et uniquement littéraire. C'est comment, enfin, il s'agit de montrer à la fois le souvenir et le sentiment de ce souvenir. Sans dire, me souvenant de ceci, je pensais que. Mais on le retrouve parce que, par exemple, tel un Arion muet, l'enfant, ou tel une Europe immaculée, il y a de l'humour. Voilà, il le fait pour s'amuser. Et cet humour-là, c'est celui de la nostalgie, c'est celui de Benjamin se regardant dépossédé sur le manège. Je serais contente de vous avoir parlé de Benjamin. Je pense que j'en reparlerai. L'enfance berlinoise peut-être, d'autres textes. Il y en a plein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et quels sont les textes qui vous plaisent le plus chez l'ami Walter. Parce que c'est quand même un grand, grand auteur littéraire et non seulement un grand philosophe. Je vous dis à bientôt.